Eh bien, on va démarrer. Alors bonjour, aujourd'hui on va aborder le thème sur le consommateur et multicanal, mais êtes-vous en tant qu'enseigne capable de l'accompagner de façon cohérente dans son parcours d'achat? Je suis accompagné pour ce webinaire de Raphaël Fétic, qui est directeur associé chez Convertéo. Bonjour Raphaël. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et moi-même, je suis Pascal Morvan, directeur solution chez Sparco. On va juste faire un tout petit zoom pour présenter Convertéo. Oui, c'est l'occasion ou jamais, en tout cas, de vous dire que naturellement le cross-canal ou le multicanal, on utilisera très certainement, on fera l'abus pendant la conf, c'est au cœur de la signature de Convertéo, puisqu'aujourd'hui on est un cabinet de conseil digital et cross-canal. Donc, de notre point de vue, en tout cas, il est difficile aujourd'hui d'imaginer le digital de manière isolée et naturellement il se maille avec les autres canaux et de manière générale est contributeur à l'expérience client. Et donc les consultants qui sont au nombre de 25 à date chez Converto accompagnent des enseignes, mais pas que, sur des réflexions qui naturellement sont de tirer l'efficacité et d'ailleurs d'avoir une lecture, une meilleure lecture aussi du comportement consommateur, puisque la data et son exploitation est au cœur de nos méthodologies. Donc on accompagne aussi bien sur les projets en amont que sur des projets en aval, de cadrage stratégique, que naturellement d'accompagnement, déploiement et optimisation pour des acteurs, comme vous le voyez à l'écran, qui sont dans le monde du retail, principalement, mais comme je l'évoquais, de moins en moins aussi, puisqu'on a des marques qui s'intéressent de plus en plus au sujet du digital et à son exploitation, notamment dans un contexte multicanal. Alors je vais présenter très rapidement Sparco. Sparco, on est éditeur de logiciels dans le monde du SaaS, qui a pour vocation d'aider les commerçants à booster leur performance en motorisant ce qu'on appelle une expérience d'achat efficiente. Et ça, quel que soit le point de contact, c'est bien le but du webinaire aujourd'hui, avec trois objectifs forts, qui est d'améliorer l'expérience d'achat de vos clients, d'accord, le premier, de booster la performance des dispositifs commerciaux. Et pour booster cette performance, bien, on va s'appuyer sur trois grands piliers fonctionnels qui sont le merchandising, la recommandation et la personnalisation. Et puis le troisième point important dans nos solutions, c'est d'augmenter la productivité des équipes métiers, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement dans les systèmes d'information et qu'il faut passer dans une phase d'industrialisation. De la même, j'irais comme un petit peu Convertéo, on est présent, on est très présent dans le retail. Vous voyez ici quelques-uns des clients qui nous font confiance. Donc que ce soit on va dire dans la mode, des gens comme Brandalais, Pinky, Camailleux, Damar, dans l'équipement, de la maison, du Conforama, du But, du Decathlon et autres, qui utilisent au quotidien nos solutions. Ce qui est important, c'est qu'à travers ces solutions, bien sûr, les solutions Sparco sont utilisées avant tout pour animer le site web, mais qu'on a énormément d'expérience autour d'autres supports, que ce soit des bornes tactiles en magasin, que ce soit des applications vendeurs, que ce soit l'animation de solutions d'emailing. Mais c'est l'objet de ce que l'on va détailler tout de suite après. Alors le premier point qu'on évoquait, c'est qu'on s'est bien rendu compte tous que le consommateur est de plus en plus cross-canal. Et on voit bien, sur ce schéma que le client passe d'un canal à l'autre. On a même mis le catalogue parce que c'est encore pour beaucoup un point de contact important avec leurs clients. Mais ça passe par le call center, ça vient en magasin pour rechercher de l'information, ça vient sur le site web pour trouver plus de détails, pour comparer des prix, pour comparer des produits, etc. Donc on voit bien que le client, plus on lui met des canaux à disposition et plus il l'utilise. Et il a même vocation à un même client faire des parcours très différents avec une même enseigne en fonction du temps. La météo, naturellement, joue un énorme impact, mais aussi le moment de la journée ou d'autres facteurs. Donc il y a un comportement très opportuniste et très peu modélisable ou anticipable. Par rapport à ça, on a voulu remettre en avant un certain nombre de statistiques qui sont souvent connues de vous. On dit que 54% utilisent au moins deux terminaux dans leur démarche d'achat, que 59% ont déjà retiré des achats en ligne en magasin, donc tout ce qui est le picking en magasin, toutes les stratégies de web to shop, etc., le click and collect, que 70% se rendent en magasin avant d'acheter sur Internet et inversement. Voilà. Il y a toute une série de statistiques qui sont intéressantes et qui prouvent bien qu'aujourd'hui, le client, lui, est réellement multicanal. Il n'y a que les entreprises qui sont silotées et pas poreuses. Voilà. Et deuxième étude assez intéressante, c'est celle qu'avait fait
une agence l'année dernière qui montrait je dirais, la problématique de l'interconnexion des canaux et quels étaient les projets chez les retailers. Et là, on voit bien que 39% des retailers se disaient je dois arriver à faire de la personnalisation de l'expérience d'achat sur de multiples channels, d'accord. Donc, pour arriver à assurer cette cohérence et donc d'arriver à personnaliser l'expérience d'achat sur l'ensemble de ces canaux. Ce sont des projets, d'accord. On voit bien que 39% ont ce type de projet, ce qui veut dire que peu de gens sont encore réellement lancés dans ces stratégies de cross-canal. Raphaël parlait beaucoup de silos. Aujourd'hui, on a encore trop tendance à avoir le silo du web, une application mobile, une application iPad, etc. et qui n'est pas forcément liée l'une à l'autre et qui n'assure pas forcément une expérience d'achat cohérente pour le client. Donc, un exemple, un des clients de Sparko, qui est le groupe Casino, qui a déjà lancé et qui a lancé un projet que j'aime beaucoup le titre, Anytime, Anywhere, Any Device. C'est bien un peu ce qu'on disait, c'est d'arriver à faire en sorte que le client puisse passer d'un canal à l'autre, commencer un acte d'achat, le terminer sur un autre device. Voilà. Donc, ils ont mis en place toute une série de choses, genre je démarre mes courses en sélectionnant des barcodes avec mon application smartphone dans le magasin. Je peux récupérer ma liste d'achat directement sur le web pour la finaliser et commander. Et puis après, revenir dans le drive pour récupérer l'ensemble de ces produits. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est possible d'arriver à faire en sorte que le client puisse avoir ce parcours cross-canal fluide, sans perte de données, cohérent sur l'ensemble, sans couture. Un autre thème, ce qui est aujourd'hui, on se rend bien compte, c'est que je dis souvent que l'ensemble des canaux aide à la conversion. D'accord. Il y a aujourd'hui beaucoup de canaux. Il y a bien sûr le magasin, il y a le web, il y a des applications mobiles, il y a les réseaux sociaux, les moteurs de comparaison, les moteurs de recherche. Voilà. Il y a toute une série de choses et on cite souvent cet exemple qui est l'exemple de la Fnac qui dit qu'un client cross-canal dépense en moyenne 20% de plus qu'un client qui ne fréquente que les magasins. Donc on voit bien l'intérêt de mettre une stratégie cross-canal vis-à-vis de ses clients pour doper le chiffre d'affaires et la valeur de ses clients. Si je peux juste me permettre un commentaire. Donc, le problème de ce chiffre-là, c'est revêt deux réalités. Le premier, c'est naturellement quelqu'un qui est cross-canal aujourd'hui est quelqu'un de plus impliqué que la moyenne et quelqu'un qui du coup prend le temps de télécharger les applications et les utiliser. Donc heureusement, je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à dégager une valeur supplémentaire sur ces personnes-là. Donc j'aurais tendance à dire le chiffre en lui-même n'est pas surprenant, il est presque logique. Par contre, à contrario, il est important de se dire que ces ambassadeurs potentiels qui sont ces clients VIP qui utilisent tous les points de contact, il faut leur offrir une superbe expérience. Si eux, on les déçoit, naturellement, c'est aussi du business potentiel par la suite qui ne sera pas fait. Ils sont naturellement utilisateurs de beaucoup de points de contact, donc ils sont aussi là à la pointe et peuvent en faire la promotion et peuvent naturellement amener d'autres consommateurs à s'y intéresser. Ce que je voudrais que tu évoques, Raphaël, c'est un point suivant, c'est aujourd'hui ces différents canaux, ils représentent quoi en termes de chiffre d'affaires, d'usage, etc. Parce que c'est important de bien comprendre tout ça. Le point principal, c'est peut-être déjà de parler du commerce au global. Aujourd'hui, l'e-commerce, en tout cas la vente en ligne par rapport au commerce global, on est à moins de 10%, tout secteur confondu. Moins de 10%, c'est aujourd'hui aussi un enjeu de se dire que même si le chiffre paraît peu élevé, le digital a un autre rôle. S'il ne génère pas en direct du transactionnel, il peut influencer le transactionnel en magasin, et sur les autres points de contact. Et de ce point de vue-là, naturellement, ça pose le cadre de la lecture du problème. C'est-à-dire, s'il ne sert pas à transformer directement, il sert à transformer indirectement. Mais au global, en faisant mal son boulot, il peut naturellement faire beaucoup de mal. Donc ça, c'est le premier point que je noterai. Le deuxième point, c'est que d'autres études s'intéressent à l'influence des canaux. Et là, on voit que naturellement, le digital, maintenant depuis un certain nombre d'années, est en tout cas pointé comme le canal le plus influent de l'expérience d'achat, alors des internautes quand l'étude est menée, mais comme plus en plus de monde devient internaute, on peut se dire qu'un jour, le consommateur au global sera naturellement très influencé par le digital. En termes de volumétrie et d'usage, naturellement, les premiers sites e-commerce en France
sont des sites qui ont naturellement des audiences qui sont supérieures à certains sites de presse. Donc on est sur des millions de visiteurs uniques et naturellement le consommateur est utilisateur de tous ces outils qui sont à sa disposition, même si in fine, et on le verra un peu plus tard, c'est pas forcément là qu'il transforme en plus grande proportion. C'est ce qu'on voit à ce sujet-là. On voit bien l'usage aujourd'hui qui peut être fait, je dirais, de ces trois technologies, le mobile, la tablette ou l'ordinateur ou le PC. On voit bien qu'il y a une diminution dans l'usage de tout ce qui est PC, mais par contre, ça représente toujours le plus gros pourcentage de chiffre d'affaires. Et on voit bien que le mobile ou la tablette aujourd'hui représente un très faible pourcentage de conversion. Le fait même de les mettre sur la même graphique est entre guillemets discutable. Alors, je l'ai fait, donc je l'assume, parce que la réalité, c'est ce que notamment certains de vous doivent voir dans leurs outils de Web Analytics. Donc ils décomposent leur trafic, là c'est en bassant, donc il y a un effet naturellement de dilution du desktop dans les chiffres d'audience, et qu'on ne voit pas forcément à la même hauteur dans le chiffre d'affaires. Parce que la réalité, c'est que il y en a deux qui fonctionnent un peu de la même manière, c'est le desktop et la tablette, mais il y a ce mobile qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à appréhender en termes d'expérience, parce que naturellement c'est un outil de nomadisme, c'est un outil très différent, parce que les tailles d'écran le sont, mais surtout parce que l'usage est différent, et que lui, pour le coup, c'est une vraie brique d'articulation entre le monde physique et le monde digital, puisqu'il amène du digital sur le point de vente, et on en reparlera. Par contre, il transforme mal, parce que naturellement, quand je suis dans le tram ou bus ou autre moyen de transport en commun, j'aime pas forcément saisir mes 16 chiffres, j'ai pas forcément toujours une excellente connexion, et puis surtout, je sais qu'un peu plus tard, je retrouverai ma tablette ou mon PC, et j'y serai naturellement beaucoup plus à l'aise. Par contre, quand je suis en point de vente, accéder à de l'info, je n'ai que ce moyen-là, et ce moyen, naturellement, un moyen qui change pas mal la donne à date. Donc, J'ai lu ce matin, il y a un article du Forrester qui est sorti juste ce matin, une info, alors je ne sais pas ce que tu en penses. Forrester prédit, parce que c'est toujours des prédictions, qui dit qu'un tiers du chiffre d'affaires passera sur les tablettes dans moins de 4 ans. Alors, je ne sais pas de quel tiers il parle, mais si c'est au global du digital, j'ai aucun mal à soutenir le chiffre, parce que la réalité, c'est naturellement que dans les foyers, aujourd'hui, et puis on le verra à Noël notamment, on n'achète plus d'ordinateurs, on achète des tablettes pour équiper une famille, et on démultiplie d'ailleurs les tablettes, puisque à l'époque on avait un ordinateur familial, maintenant chacun a sa tablette, je dis chacun dans les familles qui se le permettent et aujourd'hui qui s'en équipent. Là où au travail, naturellement sur le lieu professionnel, on garde encore des desktops. Donc ça, c'est une première réalité, c'est qu'il y a une vraie substitution, et donc forcément, qui dit substitution, dit que les tablettes vont récupérer ces ventes laissées par le desktop à domicile. Donc naturellement que ce chiffre sera peut-être même supérieur. Maintenant, comme je le disais, le chiffre d'affaires e-commerce ou le poids du CA online par rapport au CA global, les mêmes Forrester et d'autres cabinets, naturellement, indiquent que la distribution ne basculera pas à plus de 15% au UK avant 2018 et pas plus de 10% en France et en Italie, par exemple. Donc c'est un autre chiffre à avoir à l'esprit. Alors moi, Raphaël, si je suis commerçant, est-ce que j'ai tout intérêt à me dire, plus je mets de canaux, plus je vais gagner d'argent? C'est une réalité ou pas? C'est ce qu'on appelle, ou en tout cas ce qui est un petit peu sous-tendu dans l'omnicanal ou l'omni-retail. Moi, j'ai des réalités qui sont indémontrables, enfin qui sont totalement démontrables, pardon. C'est qu'à chaque fois que je rajoute un canal, je rajoute de la complexité, je rajoute des coûts, je rajoute du développement, je rajoute de l'IT. Surtout si je ne repense pas fondamentalement mes web services et ainsi de suite, mes API, si je fais les choses un petit peu à l'ancienne. Plus de chiffre d'affaires, c'est compliqué d'ailleurs parce qu'on est dans un contexte qui aujourd'hui dit si je vais chercher plus de CA, c'est que je le pique à quelqu'un. Donc peut-être en différenciation, mais naturellement le marché global du retail ne progresse pas, on est dans une situation de crise. Et la marge, là de la même manière, j'ai des coûts, est-ce que je les améliore? Alors, c'est une meilleure allocation, une meilleure, je dirais, balisage des parcours qui fait qu'éventuellement on peut faire baisser ses coûts, notamment en faisant passer le consommateur pour des questions à faible valeur ajoutée sur des coûts à moindre coût, sur des canaux à moindre coût, typiquement le digital. Naturellement, renvoyer les gens vers une FAQ, ça coûte moins cher que les envoyer vers un call center. Mais naturellement, il n'y a rien d'évident à la base, et c'est naturellement de la bonne articulation, de la bonne expérience que naît de la valeur. J'aurais tendance à donner un élément, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de big data et autres. Une partie est substantielle du big data, et je pense que tous les cabinets sont plus ou moins d'accord sur ce point, c'est naturellement dans la rationalisation des moyens. Et rationaliser les moyens, c'est rationaliser les canaux, et le meilleur exemple, c'est naturellement les gens qui se sont lancés sur le low cost
et qui rationalise leur coût, notamment en proposant la bonne combinaison de canaux, et naturellement parfois en n'ayant pas de magasin, parfois en limitant l'accès à certains canaux qui sont plus coûteux que d'autres. C'est peut-être l'exemple que tu voulais illustrer à travers celui, par exemple, de Cdiscount. Alors Cdiscount, je pense que ce qui est intéressant à noter sur Cdiscount, donc c'est un acteur naturellement leader dans son secteur et qui du coup attire naturellement notre attention de par notamment le dispositif qu'il a mis en place aujourd'hui en ligne pour répondre à toutes les problématiques de device. Moi j'en noterai un qui n'apparaît pas forcément sur le slide, c'est que naturellement tout ceci est sous-tendu par des API qui lui permettent aujourd'hui d'avoir l'agilité et de pouvoir changer ses fronts sans en cascade devoir changer tout le reste. Donc ça c'est quelque chose d'important et qui les rend agiles. L'autre aspect c'est qu'ils ont su spécialiser, notamment en créant des versions dédiées, pas forcément responsive, parce que naturellement une des réponses aujourd'hui est très souvent évoquée c'est responsive, mais un T point et un M point, qui sont des expériences très différentes, parce que très adaptées, tout en ayant des applis qui, elles aussi, sont encore d'autres expériences, d'autres facettes de l'expérience, mais tout ceci formant un tout cohérent, parce que tapant dans des services métiers, des API métiers identiques, donc les prix seront forcément identiques, les messages commerciaux seront identiques, et c'est aussi le cœur, naturellement, de notre discours sur la cohérence de l'expérience cross-canal. Donc là, on a naturellement du coup un acteur très mature. Peu d'acteurs peuvent naturellement prétendre avoir cette diversité de points de contact cohérents et donc sous-tendus par des développements naturellement notamment d'API et web services. Alors souvent tu dis que la complexité s'accroît à cause du multicanal. Oui, alors on met le doigt en fait dans le problème sans même le vouloir parfois. Aujourd'hui, beaucoup de mes clients et de tes clients envoient des emails sans même avoir imaginé, alors que tous les jours ils le font, que la plupart de leurs emails, plus de 50% aujourd'hui des emails, sont ouverts sur smartphone. Donc déjà, il faut avoir des emails en responsive. Naturellement, il faut avoir, en plus d'emails en responsive... Comment je fais ? On a juste un petit souci de son. J'espère que vous nous entendez toujours. Donc je disais, au-delà du problème du responsive de l'email, naturellement, si j'envoie des emails, faut-il encore que je prépare la suite du parcours et notamment pouvoir accueillir le consommateur de très bonne façon sur une version dédiée mobile. Et donc ça, forcément, dès le moment où j'envoie un email, ça paraît aujourd'hui évident que tout le monde envoie des emails dans des volumétries plus ou moins importantes, mais je ne suis pas certain que tout le monde a préparé le fait que ces emails seraient ouverts sur mobile et que ces emails pourraient amener des visites sur mobile. Donc, comme dit, aujourd'hui, la complexité s'accroît, mais le consommateur, lui, ne veut pas vivre, je dirais, ce manque de prise de recul de la part des professionnels. Donc, il faut penser loin, il faut voir loin. Alors justement, tu as évoqué un sujet tout à l'heure que tu as lancé ce que j'appelle un gros mot, le big data. Voilà. En tout cas, chez Sparko, nous on pense qu'il y a un nouvel enjeu, d'accord, qui est réel et qui est de se dire aujourd'hui, je dois passer de la relation client à l'expérience client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant malheureusement très très longtemps, et y compris avec le big data, c'est je collecte. Voilà. Je collecte. D'où ces technologies de big data pour pouvoir stocker tout ça, analyser toutes ces données. Donc on va stocker les achats, les visites, les réactions, les ouvertures d'emails, les réseaux sociaux. Enfin, on essaye de collecter un maximum d'informations. Et je dis souvent, malheureusement, cette donnée, elle n'est pas forcément utilisée à bon escient. On en parlera tout à l'heure. On parle beaucoup de parcours client, mais je fais un focus là-dessus tout à l'heure. Et pour nous, on doit passer à ce que j'appelle à la gestion de cette expérience client. Et c'est plus dans la collecte, parce que le problématique de la collecte, c'est que je collecte, mais que le client, lui, il est complètement temps réel. Je passe d'un magasin à mon mobile, de mobile à l'ordinateur, et ce n'est pas la collecte de l'information, le traitement de l'information qui va être complètement désynchronisé par rapport à l'acte et au moment où je suis sur un canal. Donc on doit bien passer et donc gérer tout ça en temps réel. Et c'est là toute la grosse problématique. Ce qui me semble aujourd'hui de l'enjeu du cross-canal, c'est de passer dans cette logique de temps réel, d'accord ? Et comment gérer au mieux toutes ces interactions clients, voilà, quel que soit ce que j'appelle son point de contact.
je dis trop souvent, je peux par exemple m'informer sur Internet et puis appeler un call center ou passer dans une application de click to chat. Et puis quand j'arrive dans la solution de click to chat, généralement on me repose toutes les questions qu'on a pu faire. On nous tous témoins quand on appelle les services clients d'un certain nombre d'opérateurs mobiles où on vous demande de taper votre numéro de téléphone pour vous identifier, et quand vous arrivez au bout où vous arrivez à parler à quelqu'un, on vous redemande encore qui vous êtes, c'est quoi votre numéro de téléphone, etc. Donc on est bien dans cette logique, d'accord, de temps réel où ce que je dis, ce que je fais sur un canal doit être utilisé de la même façon en temps réel sur un autre canal, d'accord. Il ne doit pas y avoir de désynchronisation. Je peux commencer à mettre quelque chose au panier, si je le mets au panier sur mon web, 2 minutes après, je dois l'avoir sur mon mobile et pas attendre le lendemain pour avoir ce type d'information. D'accord ? Le parcours, pour moi, client, on parle beaucoup du multi-device, mais ça peut être plein de choses aujourd'hui. On peut imaginer qu'en utilisant bien les technologies qui sont aujourd'hui à votre disposition, bien sûr, on parlait du multi-device, les PC, les mobiles, les tablettes, demain les objets connectés, les montres et autres accessoires qui vont envahir notre quotidien. C'est bien sûr tout ce qui peut être lié en magasin, des bornes en magasin. Je mets des douchettes. Les douchettes, quand on va faire ses courses au supermarché, c'est aujourd'hui, je pense, un très très bon canal de communication vis-à-vis du client. Et si on l'utilise correctement, on doit être capable de booster la conversion. Et puis, c'est aussi tous les réseaux sociaux et autres canaux, les emailing que tu évoquais tout à l'heure. Donc, on disait que la problématique, c'est d'abord de collecter, de synchroniser et d'arriver à centraliser cette information. Tout à fait. Et ce traitement, tu l'évoques, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est la centralisation. La centralisation sous-entend, et on en reparlera un peu plus tard, l'identification, parce que c'est bien beau, mais il faut savoir autour de quoi j'agrège de la donnée. Est-ce que j'agrège ça autour, naturellement, d'un identifiant, autour d'un canal et d'un identifiant ? Naturellement, le problème de l'unicité de la donnée autour de l'individu est important, notamment si je veux le retrouver sur d'autres canaux. Le deuxième point, comme tu l'évoquais aussi, c'est naturellement la problématique du temps réel, c'est-à-dire à quel rythme je remonte ces informations et à quel rythme je les traite, je les archive, je les réorganise. Et naturellement, quand on parle de big data, le sujet qui vient assez rapidement naturellement et qui est lié, c'est celui de l'algorithmie, c'est celui naturellement du traitement par la machine, là où l'humain naturellement a perdu totalement pied par rapport au volume et naturellement à la nature des tâches à réaliser. Et oui, si on a le temps d'attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on peut le confier à un humain. Si on veut que le résultat soit quasi temps réel, naturellement, il n'y a que la machine aujourd'hui capable de gérer. Donc, la totalité de ces données doit être mise au service et doit être activable pour modifier en surface ou plus profondément l'expérience client. Et ça ne peut se faire qu'en s'appuyant sur de la machine et sur de l'algorithmie pertinente. Et ceci, naturellement, avec un risque. Et j'avais une anecdote hier qui était intéressante. Un acteur d'une grande banque qui me disait « Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que mon juridique veut tout vérifier. Et notamment, moi, je fais des messages de plus en plus personnalisés. Du coup, je suis obligé de lui faire signer des BAT avec de l'algorithmie dedans, du code, des if et des choses comme ça, parce que je ne suis pas capable, naturellement, de lui faire signer 5 millions d'emails personnalisés avant envoi. Mais je dois lui montrer le macro-email qui sera généré. Donc, naturellement, tout ceci représente aussi un des enjeux en termes de modernisation des métiers et d'acceptation de la place algorithmique pour gérer tout ce volume de données énorme. Voilà. Par rapport à tout ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, je dis souvent en tout cas sur le web, on a trop tendance, c'est que beaucoup de sites web sont toujours structurés un petit peu de la même façon. J'ai des familles, des sous-familles, des catégories produits. Et on essaye toujours de m'emmener vers ce niveau le plus fin. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que si on veut booster la transformation, etc., les taux de conversion, les paniers moyens, il y a plein d'autres choses à faire. Et là, on est bien dans ce que je vais appeler tenir compte de la maturité de l'internaute. Pour moi, la maturité, elle est très très importante parce que je ne dois pas animer mon client de la même façon. Si je suis en phase de découverte d'une marque ou d'une enseigne, qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens regarder? Quels sont mes centres d'intérêt? Et on voit bien là tout l'intérêt du temps réel.
eh bien, en fonction de ce que je fais, de ce que je regarde, ben, je suis capable de capter de l'information, je suis capable de comprendre ce que peut attendre ce client, d'accord? Et pas forcément l'orienter toujours en disant est-ce que tu veux un grille-pain ou du petit électroménager? Non, je cherche un cadeau pour ma grand-mère pour Noël. Eh bien, si je cherche un cadeau pour ma grand-mère à Noël, ben, on aurait peut-être intérêt à me présenter eh bien, à la fois des grille-pains, j'en sais rien, des robots mixeurs et ainsi de suite, et pas m'orienter tout le temps vers ce goulot d'étranglement hein, qui est la navigation qu'on peut avoir, et ça quel que soit le device, parce qu'on a souvent les mêmes problématiques sur le web, sur une tablette ou sur un mobile. Donc pour moi, ce qui est très très important, c'est pour améliorer cette expérience d'achat, c'est travailler toute cette navigation, d'accord, pour pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques. La deuxième chose, c'est que sur ces canaux, pour moi, il est important aussi d'être capable de gérer ce que je vais appeler des parcours clients. On parle beaucoup des parcours clients. J'ai mis ici une illustration d'une solution bien connue par beaucoup, hein, Neolan Adobe, qui travaille sur justement tous ces parcours clients. Voilà. Un client s'inscrit, X jours après, je fais ceci, il achète, je fais ceci, etc. etc. On essaie de modéliser tout ça. Et puis, cette modélisation, globalement, elle ne sert à faire quoi? Qu'à faire des campagnes sortantes. Alors que l'association de ce parcours client, le client, quand il vient sur un canal web, il est dans une phase de sa vie de client. On doit être capable d'utiliser tout ça, d'être capable de lui personnaliser son parcours client, et pas uniquement sur des campagnes sortantes, mais ça sur l'ensemble de ses points de contact. Alors là, souvent, beaucoup de gens me disent, oui, mais ce qui peut être, autant quand on a un email dans une base de données, il est facile de dire, tiens, tel email, j'ai de la donnée, et voilà comment je veux l'animer. La vraie difficulté sur les canaux, on va dire digitaux au sens large, c'est comment on identifie les clients. C'est tout l'enjeu aujourd'hui du métier dit du PRM ou du marketing automation. Aujourd'hui, naturellement, de gérer des cookies, notamment avec un sujet qui est je ne crée pas forcément une ligne dans une base de données client, mais en attendant, je stocke de la donnée autour d'un cookie, et le jour où la personne se créera un compte ou elle s'identifiera, je redéverserai tout ce que j'ai appris sur elle, sur son parcours, sur ses recherches, à ce moment-là. Parce que c'est une réalité, malheureusement, beaucoup d'entre vous qui avez des sites web n'avaient pas la chance d'être ni vente privée ni Facebook, donc vous ne demandez pas d'identification systématique, et voire même vous n'interdisez pas l'accès si on n'est pas identifié. Et du coup, il faut savoir gérer un niveau plus soft, qui est naturellement cette approche PRM qui peut durer un certain temps, mais qui un jour ou l'autre, s'il se transforme en client, nous permettra de renseigner et de renforcer toute la connaissance en déversant les données liées aux cookies sur la ligne client associée. L'autre aspect est naturellement directement lié, et que vous voyez sur le slide, c'est naturellement comment maintenir du coup une lecture qui nous permet de dire de canal en canal sans forcément arriver à en identifier que c'était Monsieur Dupont qui était en magasin physique, que j'avais vu un peu plus tard au call center, ou éventuellement qui avait mon catalogue entre les mains. Comment naturellement je gère ces problèmes de porosité avec un consommateur qui ne décline pas systématiquement son identité. On pourra se poser naturellement la question des bases win-win d'un accord entre le consommateur et naturellement un professionnel qui pourrait tout à fait justifier qu'il s'identifie. C'est un peu le cas sur vente privée. La poursuivante de valeur, c'est ayez accès à des offres exceptionnelles réservées pour vous dans notre club. Donc il faut faire partie du club, il faut s'inscrire. Les autres acteurs ont du mal à se trouver, on va dire, un discours marketing qui permette de justifier, d'obliger l'identification. Donc de notre point de vue, si aujourd'hui l'idée est de comprendre quel est l'impact au sens ROI, au sens intérêt du mix média et notamment du poids relatif de chaque action, on n'est pas obligé de le faire au niveau de Monsieur Dupont. Il est sûr que si je veux cibler Monsieur Dupont, personnaliser son expérience, il faut que je travaille à son niveau. Mais si je veux juste comprendre au global comment s'articulent mes canaux, et notamment par exemple quel est l'impact de mon digital sur mes ventes physiques, aujourd'hui, les approches statistiques, notamment l'économétrie, qui permet d'apporter des réponses, puisqu'on est capable de construire des modèles explicatifs de chiffre d'affaires qui décomposent le chiffre d'affaires d'un magasin, notamment par sa composante en termes d'influence de l'apport du digital. Donc aujourd'hui, si la question est celle du ROI, on a des réponses intéressantes du côté statistique. Si la recherche est plutôt du côté de l'identification du parcours de M. Dupont, c'est beaucoup plus compliqué parce que M. Dupont ne s'identifie pas systématiquement. Alors il y a des approches hybrides quand même.
où aujourd'hui on cherche par le fingerprint, notamment par la signature des machines, mais aussi par le comportement du consommateur, à rapprocher des sessions faites sur un mobile avec des visites faites sur un PC, sans qu'il y ait aucun, je dirais a priori, identification sur aucun des deux canaux, juste par exemple en observant que les deux devices étaient connectés sur le même network Wi-Fi perso à la maison. Donc il y a quand même une probabilité non nulle que ça puisse être la même personne qui ait une tablette et un smartphone et qui, de manière opportune, switch. D'autres acteurs, naturellement, dans la chaîne de valeur, dont on parlera que très rapidement aujourd'hui, par exemple Atlas by Facebook, vont exploiter les données d'identification de Facebook pour faire du people base. Et c'est naturellement beaucoup de discussions en ce moment sur la privacy et sur l'utilisation de ces données qui n'étaient pas forcément collectées à date pour cet usage-là. Alors, les derniers thèmes que l'on va aborder, avant de vous laisser passer sur les questions, c'est, on parle beaucoup moi je dis toujours, la personnalisation n'est plus une option, d'accord, et d'autant plus quand on parle multicanal. On prend l'exemple, j'ai pris l'exemple là d'Amazon, juste pour montrer une chose, c'est quand on va sur la version PC, d'accord, généralement sur un univers, vous avez un peu plus de 100, un push de plus de 100 produits à peu près, d'accord. Par contre, quand on est sur la version mobile, on fait un push de 10. Alors il y a deux solutions, soit on fait pour tout le monde le même push des 10 produits sur le mobile et des 100 produits sur le desktop, d'accord. Mais c'est pas le cas chez Amazon. Amazon a vraiment axé tout son développement depuis très très longtemps sur cette notion de recommandation et de personnalisation. D'ailleurs, à une époque, alors c'est très vieux, c'est 1999, on a l'impression que ça remonte, c'était un visionnaire, mais ça remonte à très très loin. Il n'avait que 6 millions de clients à l'époque. Voilà. Mais c'est une phrase, je l'ai pas contournée, qui disait j'ai 6 millions de clients, je veux 6 millions de boutiques. Voilà. Donc c'était la vision de la puissance de la recommandation et de la personnalisation. Aujourd'hui, tout le monde sait que ces mécaniques de recommandation à l'Amazon, c'est plus de 20% du chiffre d'affaires qui est généré par ces mécaniques. C'est quand même non négligeable dans tout ça. Toujours par rapport à ces points-là, la recommandation, aujourd'hui, elle est attendue par le client. D'accord. Elle est attendue parce que le client en a marre. Je parle souvent des emails. Quand on reçoit des emails, vous recevez tous des emails comme vous, comme moi, hein, où on se dit mais j'en ai marre, ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et donc forcément, à un moment donné, je vais avoir une saturation. Et donc il faut rentrer dans cette phase-là qui est je dois absolument personnaliser l'intégralité de la communication, et je parle bien de la communication au sens large, communiquer par email, communiquer sur un site web, communiquer sur une borne en magasin, de la même façon, d'accord. Donc c'est très très attendu par les clients. Si je peux juste compléter, la personnalisation, et c'est très amusant par rapport à ce que tu évoques, en fait il y a deux axes. Quand on entend personnalisation, et si je pense notamment à ta dernière Mercedes que tu as achetée avec plein d'options, naturellement quand on pense personnalisation, on voit le catalogue pléthorique et on multiplie les combinaisons sur les cuirs, et on arrive à des millions de combinaisons possibles. Donc on pense personnalisation, on pense complexité, on pense richesse. Et à contrario, en fait aujourd'hui le consommateur quand il pense personnaliser, il dit choisissez-moi les produits pour moi, faites le bon choix pour moi. Et en fait c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est pas de la richesse qu'il veut, c'est de l'intelligence à son service. C'est qu'on lui mette en avant. Moi, je dis souvent aux commerçants que leur métier a changé. Pendant très très longtemps, la question que l'on se posait, c'était de se dire comment je vais faire pour vendre mes produits. C'est maintenant comment je vais aider mon client à bien les choisir et à bien les trouver, et les trouver le plus rapidement possible. C'est d'autant plus important quand on a une taille de catalogue important. Et on le voit bien, chez Amazon, c'est des millions et des millions de produits. Il n'y a personne, je dis souvent, c'est fini le temps où ma grand-mère passait son dimanche après-midi avec son catalogue de la Redoute à feuilleter toutes les pages, d'accord. On n'est plus dans ce monde-là, même si ma grand-mère continue auprès de sa cheminée à le faire. Ça lui fait de la lecture. Ça lui fait de la lecture, mais elle n'achète pas. Voilà. On ne vient pas sur le web pour passer son après-midi à défiler un catalogue de produits, de centaines de milliers de produits. Donc, il est obligatoire de rentrer dans tout ça. Ce qui est important par rapport à ça et ce que propose Sparko, c'est deux choses. On parle beaucoup aujourd'hui de la recommandation statistique. C'est des modèles mathématiques qui vont analyser le comportement de l'un, va le comparer par rapport à l'autre, etc., pour arriver à détecter automatiquement des appétences sur des produits, pour arriver à les recommander, à les mettre en avant.
Ces mécaniques de recommandation statistiques, eh bien, en tout cas chez Sparco, on considère qu'elles ont des limites parce que ce que j'appelle moi de la recommandation sur base de statistiques de relation de produit à produit. Et vous le voyez bien souvent sur les sites, on vous dit ceux qui ont regardé ce produit ont aussi regardé ou acheté ce produit. Et on est toujours sur ce que j'appelle une référence de produit, d'accord ? Et donc la stat me peut dire bien ceux qui ont regardé la paire de baskets machin ont acheté aussi un sac tatati tatata. Le principe de cette recommandation, et en tout cas ce qui est important pour nous, c'est de se dire la chose suivante. C'est est-ce que je dois faire confiance à la machine ou est-ce que je dois faire aussi confiance à l'homme, d'accord ? Pour nous, il est très important qu'aujourd'hui, quand on dit le e-commerce, c'est avant tout du commerce. Et ce que veut proposer Sparco dans cette mécanique de recommandation statistique, c'est d'introduire l'axe humain, d'accord, et les bonnes pratiques commerciales que l'on peut retrouver en magasin, d'accord ? Je vais vous donner un exemple très simple. Si aujourd'hui la couleur à la mode, et j'en sais rien, le vert, d'accord, eh bien on a tendance, on va me recommander beaucoup de vert parce que ceux qui ont regardé ce produit ont acheté du vert. Si moi par contre, eh bien je déteste le vert, ça n'a aucun sens de venir me recommander ce type de produit, d'accord ? C'est un petit peu ce que ferait dans un magasin si un vendeur me propose tiens c'est le produit super à la mode, c'est vert et que je lui dis non je déteste le vert, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va m'orienter différemment dans son magasin. Il va venir me présenter différemment ses produits. Donne deuxième exemple, dans la statistique pure, si on s'attaque qu'à la statistique pure, eh bien ça peut être de dire tiens ceux qui ont acheté de l'eau d'Évian ont aussi acheté des couches culottes et du lait bébé. Eh ouais, c'est la statistique. Sauf que si je regarde un petit peu le client et que je vois que ce client n'a jamais acheté ni couche culotte ni lait bébé, ça n'a pas de sens d'aller faire ce type de recommandation. Donc pour nous, il est très important de mixer ces deux approches. L'algorithmie mathématique amène toute une série de réponses à des propositions de produits, mais derrière, on doit en faire du commerce et on doit le traiter. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette recommandation, elle doit tenir compte de plein d'éléments. Des stocks, du pilotage de la marge, de la montée en gamme de clients, de la cohérence de la politique commerciale entre les canaux, de la modification de gamme, de la rapidité, etc. Ça veut dire qu'on doit adapter intégralement la personnalisation en tenant compte du client et de ses réactions. Pour ça, ce qui est important, c'est que nous, on dit souvent il faut passer de la recommandation à du merchandising personnalisé ou de la recommandation merchandisée. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de ce moteur de recommandation, il faut que j'introduise deux nouvelles notions, ce que je vais appeler le quoi et le comment, d'accord ? Parce que le quoi et le comment, à un moment, dans cette recommandation, j'ai peut-être intérêt à venir pousser un peu plus mes nouveautés, un peu plus les prix en promotion, d'accord ? Et c'est pas la machine qui va vous dire, que c'est une nouveauté. D'ailleurs, on le voit bien, quand on prend la statistique de la relation, un produit nouveau n'est jamais recommandé tant qu'il n'a pas été vu, tant qu'il n'a pas été acheté. Et c'est toutes ces problématiques. Et donc là, l'idée de ce que vous proposez Sparco, c'est d'arriver, comme on fait du merchandising, où on dit, tiens, je fais des mises en avant, je gère tout ça, je personnalise, en tenant compte de l'intégralité de ces données. Pour moi, quand on parle de ce merchandising personnalisé, ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, par exemple, d'utiliser ce que je vais appeler des données du CRM. On l'a vu tout à l'heure, les fameux parcours clients qu'on essaye de modéliser. Tiens, c'est un homme du segment A, c'est un client VIP, c'est un client qui n'achète que des produits promo, c'est un client qui n'achète que des produits chers. Je dois être capable, de la même façon, d'utiliser ces données. Donc d'utiliser l'intégralité de la donnée CRM pour venir lui présenter, lui recommander des produits. Je vais te donner un exemple très simple, d'accord ? J'ai un de mes clients, par exemple, qui est Citadium, qui vend des vêtements. C'est 250 ou 300 marques de vêtements. Si vous connaissez cette enseigne, c'est des styles vestimentaires. Alors, c'est plutôt dédié à la jeunesse, même si j'y vais encore. Mais tu es jeune. Mais je suis jeune. Mais on voit bien que c'est des styles totalement différents. Il y a plusieurs styles vestimentaires. On est capable de se dire, tiens, quand je vais arriver dans le rayon des pantalons,
Pourquoi je ne mets pas en avant les promotions, les nouveautés, etc. du style préféré de l'internaute? Je connais son style parce que j'ai segmenté, j'ai analysé ses achats, j'ai analysé sa navigation et j'ai réussi à détecter ses marques, ses couleurs, ses tailles, etc. Donc d'adapter, de faire des mises en avant qui vont tenir compte de tout ça. D'être capable de ce que j'appelle de calculer, de recalculer en permanence la façon dont je veux animer ce client. On parlait tout à l'heure, le fameux vert. Voilà. Les mises en avant en ce moment, c'est que des pulls verts parce que c'est à la mode, c'est tendance, c'est ma meilleure vente, c'est mon meilleur prix, c'est mon meilleur ceci. Sauf que si je viens sur le site web ou sur l'application mobile, je ne clique pas sur ces produits. Pourquoi, quand je reviens quelques minutes plus tard, on continue à me parler de ces pulls verts? Non, on va recalculer en permanence la meilleure exposition de son offre. Un deuxième exemple que je dis souvent, c'est que on voit trop ces mises en avant sur beaucoup de sites qui sont statiques, d'accord, et qui ne tiennent pas compte du comportement de l'internaute. On me met en avant souvent sur une page la nouveauté, la dernière nouveauté, le meilleur prix, la meilleure promo. Je prends cet exemple, d'accord. Mais c'est par rapport à la famille ou à la catégorie des produits de la page dans laquelle je me situe. Sauf que si moi, en tant que client, j'utilise des facettes, des filtres, où je dis, tiens, montre-moi, j'en sais rien, entre 50 et 100 euros, j'ai encore de la recommandation à faire. Puisque une meilleure vente, j'ai ma meilleure vente, des prix entre 50 et 100 euros. J'ai ma nouveauté entre 50 et 100 euros. J'ai ma meilleure promo entre 50 et 100 euros. Et généralement, on a complètement oublié. Soit on laisse toujours nos promos telles qu'elles sont, soit elles disparaissent pour venir dans un simple listing. Non, je dois aussi recommander tout ça. C'est troisième notion importante dans toutes ces notions de personnalisation, c'est souvent en fonction de l'origine. J'explique souvent aux gens que les retailers dépensent beaucoup d'argent dans toute l'acquisition, des campagnes d'email, de l'affiliation, des campagnes d'AdWords, enfin il y a toutes les mécaniques que vous connaissez pour faire venir le client sur le canal. Et là c'est pareil, vous avez trop tendance souvent à l'orienter vers une fiche produit. J'arrive sur un produit qui correspond à la campagne parce que j'ai cliqué, etc. etc. Et puis après... que fait naturellement le client? Le client, il navigue, il vient continuer à naviguer sur le canal. Sauf qu'on a complètement oublié pourquoi il était venu. On a complètement oublié qu'est-ce qui s'était passé. Eh bien, de la même façon, je dois être capable de mettre en avant des produits, de lui recommander des produits en tenant compte, par exemple, de son origine. Dernier point, toujours par rapport à ces mécaniques, c'est d'être capable de recommander, donc j'en ai parlé tout à l'heure, de recommandations basées sur des algorithmes prédictifs. D'accord. Et puis, dernière chose qui est intéressant, c'est bien sûr d'arriver à A/B tester tout ça, parce que quand on va commencer à rentrer dans ces niveaux de personnalisation, et ça, quel que soit le point de contact, d'accord, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une solution unique qui permette d'animer l'ensemble de ces canaux. Je dis souvent, même si le marketing a très bien fait son boulot et m'a sélectionné des produits dans une newsletter, d'accord, on m'envoie une newsletter avec 9 produits. Très bien, je me dis, oh putain, ils sont super bien bossés, c'est les meilleurs produits du monde. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le premier produit et j'arrive sur le canal. Comment je fais pour retrouver les 8 autres? Souvent, je ne vais pas revenir dans l'email pour recliquer. Donc, de la même façon, quand je dis animer et assurer cette cohérence, c'est faire en sorte que cette action de personnalisation, je suis capable de dire, tiens, tu me la mets sur la home page. Tu vas me la mettre en haut de page sur toutes les pages listing parce que je vais aider le client à retrouver les communications, les bons produits. Pour montrer un exemple de personnalisation, j'ai pris l'exemple d'un de nos clients qui est Tout par Gel. C'est un distributeur de produits surgelés qui fait plusieurs choses. Lui, par exemple, il personnalise en fonction de l'origine du client. Je vais, par exemple, sur un de leurs sites affiliés qui est le laboratoire Cote, des produits régime. Forcément, quand j'arrive sur le site web, excusez-moi, quand j'arrive sur le de quoi on me parle? On me parle des promotions, des nouveautés de Cote. Alors qu'un primo-visiteur, de quoi on lui parle? On parle du Twix, du Bounty, de la glace, etc. On voyait bien que là, mon intérêt était plutôt du produit régime, je lui mets en évidence ces bons produits. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper efficace. La deuxième chose, c'est... on le sait très bien, aujourd'hui, si je prends l'exemple toujours de Tout par Gel, ils n'ont pas un très très gros catalogue, 7000 produits à peu près, d'accord? Mais par contre, ils ont plus de 200 pages de navigation. Alors j'ai les pizzas, j'ai les steaks hachés, j'ai les poissons, les viandes, les légumes, etc., etc. On sait très bien qu'un client ne navigue pas sur ces 200 familles de produits.
ne va pas voir l'intégralité du catalogue. Je donne souvent même cet exemple sur un autre type. Quand vous avez des sites d'habillement qui font l'homme, la femme et l'enfant, moi, si c'est pour moi, je ne vais voir que l'homme. Pourquoi, quand j'arrive sur la homepage de ce site, on ne parle que de la femme? Alors qu'on sait pertinemment que je n'ai navigué que sur des pages qui ne parlent que de l'homme. C'est un peu l'exemple de ce qu'a fait Tout-Pargel. C'est sur ces 200 pages de navigation. Ce qu'il voulait pouvoir faire, c'est de mettre en avant sur la homepage, dans un email, par exemple, les promotions des 3 familles les plus visitées ou les plus achetées par l'internaute. Si on fait un petit calcul, ce que tu évoquais tout à l'heure, si on prend cet exemple, le faire dans une solution d'emailing, ce que tu nous expliquais, ton client met des gros JavaScript à l'intérieur de son HTML pour y réussir à personnaliser, chez Tout-Pargel, ils font juste, je prends une règle Sparko qui va alimenter la solution d'emailing. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette même règle, je suis capable de la déployer sur le site web. C'est-à-dire que dès la homepage, je retrouverai la même chose. Ton client, il peut animer un email en faisant de la perso, en mettant du JavaScript. Mais par contre, derrière, le client arrivant sur le site web ne retrouvera jamais tous les produits qu'on lui a préconisés dans son email, sinon que de retourner à chaque fois dans l'email en question. Voilà. Juste pour donner un ordre d'idée, quand vous faites 200 familles, vous voulez proposer 3 produits des 3 familles les plus visitées ou les plus achetées par l'internaute, ça vous fait 200 x 200 x 200, ça fait 8 millions de combinaisons. D'accord ? Et on imagine bien qu'il est impossible de traiter ça manuellement pour arriver à personnaliser. D'où l'industrialisation qui est très importante. Dernier point, puisqu'on est presque au timing, peut-être un dernier point en termes de là plutôt de conseils, puisque Converteo vous aidez, vous assistez les clients dans la mise en œuvre de ces démarches. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu en synthèse à la fois de qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire? Bon, de bonne manière naturellement pour s'y prendre, un minimum, c'est d'avoir de la mesure de qualité, une mesure fiable de ce qu'on est naturellement en train d'étudier. Comme disait l'autre, du brouhaha ne naît pas naturellement quelque chose de limpide. Donc il faut déjà, dans un premier temps, naturellement fiabiliser la collecte d'informations. Alors l'intérêt d'une solution comme Sparko et comme des solutions, je dirais, dédiées de manière générale, c'est naturellement elles imbriquent la partie collecte d'informations, retraitement d'informations et naturellement actionnabilité de l'information. Si on souhaite décorréler les sujets, par exemple faire collecter une partie de l'information par une solution de tag management system qu'on fait remonter via API, c'est aussi possible, mais naturellement ça pose la question de la compatibilité, ça pose la question du format et ainsi de suite. Mais comme naturellement cette donnée elle pourrait être aussi exploitée à des fins de reporting ou autre, la question se pose aujourd'hui. Dans tous les cas, il est important aujourd'hui que vous ayez en interne quelqu'un qui soit garant de la qualité de votre collecte sur le digital, notamment qui est capable de resetter des cookies, de regarder des flux d'informations pour s'assurer que ça remonte bien, que c'est propre et que c'est bien l'information dont le système a besoin pour se nourrir. Analyser et comprendre, parce que naturellement, cette donnée a des possibilités, et comme je dis souvent, quand les clients sont en tout cas les entreprises sont en situation aujourd'hui de choisir, de s'équiper d'outils de perso, de reco, il faut regarder de quoi ces outils s'abreuvent. Parce que naturellement, à partir de quoi, je dirais, quelle est la matière première, l'intelligence de leurs recommandations est naturellement différente. Mais il en va de même, naturellement, quand je souhaite monter des dashboards ou étudier un phénomène, si j'ai la bonne info de la bonne nature, naturellement, ma recommandation va plus loin. Et c'est comme ça que j'explique aussi qu'il est toujours bon de bien mixer les informations. Je prendrai l'exemple de ce mois de septembre un peu particulier où on a eu une météo un peu particulière, et où j'ai eu beaucoup d'enseignes de mode qui sont inquiétées de leur chiffre d'affaires catastrophique sans regarder leur thermomètre. Parfois, il faut lever son nez et la bonne information n'est pas toujours dans le système et dans le digital en particulier. Ce pilotage, naturellement, doit nous amener, dans un premier temps, naturellement, à accepter l'idée que sur toute une partie des traitements, la machine va nous aider et va prendre en main un certain nombre de traitements qu'on pourra raffiner forcément avec des règles métiers dont tu parlais, pour, in fine, proposer une expérience personnalisée. Mais je dirais de là aussi naît une autre réflexion, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui d'agilité, et on peut se tromper, on peut ne pas choisir le bon algorithme, on peut naturellement faire des erreurs, on peut naturellement tester des choses. Tu parlais avant des enjeux de l'A/B testing. Ce qui est important, c'est de l'avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus sortir un truc qui est à 100% fiable et dont on est sûr qu'il est à 100% et fonctionnera. La complexité est trop grande.
Par contre, il faut avoir les phases préalables qui ont bien validé qu'on avait le bon cadre de mesure, parce que quand on fait des erreurs, il vaut mieux le savoir le plus tôt possible. Et l'automatisation, comme je dirais, après, au global, forcément, elle doit se faire quand même dans un cadre de réflexion et de compréhension. Je pense que là aussi, les éditeurs de solutions sont là pour vous aider, pour comprendre naturellement à quel point vous pouvez confier votre confiance à un outil, parce que vous serez incapable de recéter 100% des expériences, parler de 8 millions de combinaisons possibles. Voilà, il n'y a pas... Sinon, des stagiaires très peu coûteux et en très grand nombre qui pourraient s'amuser à se lancer dans cette tâche titanesque. Le dernier point que je voulais noter aussi sur tous ces enjeux de cross-canaux et de comportement consommateur, aujourd'hui, beaucoup de gens naturellement se plaignent qu'ils n'arrivent pas à tracer le consommateur. Ils se rendent compte que naturellement, il interagit sur différents canaux et naturellement, ils voudraient avoir la vision globale. Moi, je dis toujours, à défaut d'avoir la vision globale, j'ai une certitude. On a eu un commentaire qui nous disait que le multicanal doit servir aussi à ne pas perdre des parts de marché. Moi, j'aurais tendance à dire, qu'importe le canal, qu'importe naturellement l'objectif qu'avait le consommateur, parce que le consommateur lui-même a des objectifs, parler du cadeau pour ma grand-mère notamment, dans tous les cas, il faut de la satisfaction. Et à minimum, aujourd'hui, ce qui est important comme KPI, c'est au moins s'assurer qu'à chaque fois que vous interagissez avec un consommateur, il y a satisfaction de sa part. Et s'il n'y a pas, comprendre le pourquoi de la chose. Et ça, naturellement, ça vient aussi abreuver les processus d'amélioration. Et notamment, par exemple, le travail sur les algorithmies. Tous ces retours qualitatifs sont intéressants. Très bien. Je crois que le dernier, dans la démarche, peut-être très rapidement avant de vous laisser nous poser des questions. Je finirai juste en disant que c'est un exemple de projet à mener aujourd'hui dans le cadre de la digitalisation des enseignes, projets sur lesquels Converteo peut vous accompagner. Donc, je ne vais pas faire trop d'autopromo, juste vous dire que c'est des exemples de projets aujourd'hui qui sont autant des projets que l'on mène que des projets qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas naturellement à prendre contact avec Pascal ou avec moi-même pour en parler et pour voir jusqu'où on peut aller. Mais il paraît aujourd'hui évident que sur un certain nombre de facettes, et Converteo aujourd'hui est à côté de Sparko pour vous le dire, naturellement la complexité technologique, la complexité mathématique des sujets fait que naturellement vous avez besoin d'aide, d'accompagnement dans la sélection des outils, mais aussi dans la compréhension de la manière dont ils vont s'insérer dans vos processus métiers, parce que finalement tout ceci, tout l'aspect technologique, il est sympa, plus ou moins, et même très bien maîtrisé je dirais par les éditeurs. Le vrai sujet c'est l'adoption après dans vos équipes et de manière générale l'expérience que vous souhaitez offrir à vos clients. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On est à votre écoute. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité à travers le chat de nous les poser, et puis on essaiera d'y répondre.